Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Cette nouvelle vidéo YouTube va être une vidéo sans gros montage, sans coupure. L'idée, c'est de vous faire une vidéo ultra transparente et vous présenter comment j'analyse un ETF à titre personnel en tant qu'expert. Je me présente rapidement, je suis Alex Fid, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ingénieur patrimonial et je m'occupe donc de diversifier l'épargne de 250 clients. Et je suis évidemment le président et en même temps le fondateur de Finarca. Donc pour entrer dans le vif du sujet sur l'analyse d'un ETF, ça va être très simple. Déjà, l'idée qui va être relativement claire, ça va être de faire une échelle en temps, d'une échelle en euros à l'horizontale. Et je vais vous présenter en fin de compte quels sont déjà pour commencer les critères. Ces fameux critères, il y en a un certain nombre. Notamment, il va falloir distinguer tout ce qui va être lié à la fiscalité, pour commencer. Beaucoup se trompent entre la fiscalité qui va être immédiate versus la fiscalité différée. Donc ici, immédiate, et de l'autre côté, différée à ce niveau-là. Il y a beaucoup de confusion. La fiscalité différée va être tout simplement réservée exclusivement et uniquement aux personnes détenant des assurances-vie, des PER ou encore des PEA. Uniquement. Là où la fiscalité immédiate, elle va correspondre au CTO. Alors vous allez me dire, quel est le problème de la fiscalité? Déjà, pour commencer, ça va venir casser vos intérêts composés. Si vous avez une fiscalité immédiate, vous faites des plus-values, vous vendez, et ben vous allez prendre à chaque vente, sans même se toucher à votre argent dans le cadre d'un compte titre, les plus-values qui vont être réalisées vont être directement prélevées, vous empêchant de réaliser de la plus-value. Ensuite, ce qui va être important à déterminer, on va retrouver notamment typiquement le cadre d'un ETF, ce qu'on va appeler accumulant, généralement. Donc c'est un ETF par capitalisation, c'est généralement ce qu'on va retrouver dans un bon nombre d'ETF qui sont généralement valorisés dans l'objectif de valoriser un capital à terme. Et après, on va avoir d'autres typologies d'ETF, comme les ETF à dividendes, cette fois-ci, ces ETF-là vont être DIST pour distribuants, et vont être donc avoir des dividendes qui vont être distribués, comme son nom l'indique. Au niveau de l'indice en lui-même, qu'est-ce qui va être important à prendre en considération dans les fonctionnements d'un ETF? Alors, ça va être très simple, on va venir faire un joli rond, voilà. Ce joli rond, on va venir catégoriser avec un sous-rond juste ici. Parfait. Ou un ovale, peu importe. Et en fin de compte, il va falloir différencier le type d'indice. On va avoir différents types d'indices, différents types de sous-jacents. Et l'idée, c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionnent ces sous-jacents. Alors, on va avoir, dans un premier temps, les ETF typés géographiques. Donc, ces ETF géographiques sont des ETF en fonction qui vont avoir un critère de géographie, soit qu'aux États-Unis, qu'en France ou autre. On va avoir également les ETF sectoriels. Donc par exemple, pour les ETF qui vont être issus d'un secteur comme l'industrie, le pharmaceutique, la technologie. On va avoir aussi le côté obligation, donc le côté obligation qui va correspondre uniquement aux emprunts d'État typiquement. On va avoir un type d'indice Smart Beta. Alors qu'est-ce qu'un Smart Beta? C'est tout simplement un ETF mais qui va fonctionner intelligemment, c'est-à-dire qu'on va venir prendre quelques sous-jacents, et ces sous-jacents vont donc avoir des critères d'éligibilité pour pouvoir être intégrés dans cet ETF. Typiquement, on va avoir un Smart Beta SP500 Momentum, donc il va prendre que dans les 500 valeurs du S&P 500, uniquement des valeurs, par exemple, qui sont en période de croissance et donc de momentum. Ensuite, on va avoir des ETF typés matières premières, qui peut être une catégorie d'ETF, évidemment. Et pour terminer, des ETF thématiques, donc c'est-à-dire typiquement sur des ETF uniquement basés sur des critères ESG, par exemple. Ensuite, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. On va avoir donc le fonds qu'on va situer ici, qui va être relié tout simplement à deux types de catégories d'ETF, soit les ETF qui vont être jugés physiques. Ces ETF physiques vont avoir une réplication qu'on va dire complète, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir tout simplement de réplication avec du tracking error qu'on va avoir juste après. Et ensuite, ça va être plutôt optimisé, notamment avec une bonne répartition selon le sous-jacent que vous avez sélectionné. De l'autre côté, on va retrouver les ETF qui vont être typés synthétiques cette fois-ci, qui vont venir répliquer votre fonds de base. Donc les ETF synthétiques vont servir notamment dans le cadre d'un PEA
essentiellement, sauf qu'ils vont générer du tracking error, et ça, c'est pas bon du tout. Donc du tracking error, plus cette problématique-là par rapport à un ETF physique, plus également des risques de contrepartie, par exemple des risques de liquidité, si jamais vous devez sortir, et donc plus notamment de spread que vous allez retrouver, c'est l'écart entre l'achat et la vente. Je ne suis pas là pour faire un cours sur le spread en particulier, vous avez plein de vidéos qui l'expliquent sur YouTube. Donc les risques en contrepartie. Là, en contrepartie, on va avoir du côté droit tout ce qui va être éligible au PEA et qui va être hyper intéressant. Dans les deux cas, éligible également au PEA, permettant d'investir typiquement sur les ETF S&P 500, ce qui ne serait pas possiblement réalisable dans le cadre d'un ETF physique. Ensuite, au niveau des liquidités, c'est ça qu'il va falloir déterminer. On va déterminer 3 gros cubes, ceux qui ont notamment le plus de 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser comme étant des ETF élevés. Ensuite, nous allons avoir d'autres typologies d'ETF, comme notamment les ETF valorisés à 500 millions de dollars. Donc cette fois-ci, pas 500 milliards, mais 500 millions de dollars. Et enfin, pour terminer, les ETF qui vont donc être, eux, catégorisés à 100 millions de dollars et qui vont être souvent beaucoup plus petits. L'idée étant donc de se focus sur les ETF avec de belles valorisations, ce qui fait plusieurs avantages, notamment comme un prix de marché beaucoup plus réaliste et surtout un spread qui va être plutôt resserré. Plus vous avez de liquidité sur un ETF, plus la différence entre l'achat et la vente est relativement faible et plus vous pouvez disposer de vos liquidités et de vos plus-values rapidement grâce à la liquidité disponible sur l'ETF. Évidemment, ce qu'on disait sur le tracking error, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau de la fidélité de suivi de l'indice sous-jacent. Entre autres, ce que vous allez avoir, c'est typiquement si mon ETF fait ça, il se peut que l'autre ETF, enfin si mon sous-jacent fait ça, il se peut que l'ETF en question fasse ce type de courbe par rapport au sous-jacent qu'on va retrouver en noir. La problématique, sous-jacent. La problématique, c'est qu'on va avoir une perf d'ETF qui va être variante et qui ne va pas suivre un indice. Donc globalement, comment on vient faire le calcul? C'est la performance de l'ETF moins la perf de l'indice, et ça va nous donner un objectif qui se rapproche de 0% le plus possible. Ensuite, au niveau de la fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est très simple, ça va dépendre du type de compte. Dans le cadre, notamment d'un PEA, on va avoir 18,6% lié à l'augmentation des prélèvements sociaux. Je vous le rappelle, monsieur, est dans le cas d'un PEA qui a plus de 5 ans. On va avoir dans le cadre d'un PER, notamment une fiscalité qui va être aux alentours des 11,86%. Tout dépend des modalités que vous avez choisies de versement, mais grâce aux abattements, de sortie à la retraite entre 60 et 70 ans, vous avez des bas abattements. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. 64 ans à la retraite. Ensuite, on va voir si vous avez des questions liées au comment je calcule la fiscalité, quelles fiscalités vont être applicables pour vous. Je vous invite à prendre un rendez-vous ou alors à visualiser la vidéo si vous voulez plus de détails sur les 4 le portefeuille à 4 vitesses sur lequel j'inclus beaucoup plus de détails. Et ensuite, dans le cadre d'un CTO, donc d'un compte titre ordinaire, on va donc avoir notamment une fiscalité à 31,6% et sur une assurance vie qui n'a pas été impactée dans le cadre de cette augmentation des prélèvements sociaux. On va rester à 17,2% pour toutes les plus-values inférieures à 4 600 € par an ou bien 9 200 € par an dans le cas où nous sommes mariés et uniquement pour les assurances vie qui ont plus de 8 ans. Ok ? Voilà les conditions fiscales. Ensuite, ce qui va être important à avoir, ça va être qui va être l'émetteur, qui va émettre votre ETF. Vous allez avoir notamment les protections légales qui vont être importantes, qui sont les normes UCITS, donc ça qui vont vous permettre de protéger votre épargne investie dessus. Il faut bien que vous regardiez des ETF qui ont cette protection-là. Ça va être en tout cas un avantage. On va retrouver les acteurs majoritaires comme iShares ou encore Amundi. Ou encore, on va retrouver Vanguard, qui sont vraiment des acteurs majoritaires, donc qui sont des émetteurs de confiance, ou encore Xtrackers, que vous pouvez retrouver en tant qu'émetteur ETF, ou encore SPDR, qui est l'un des premiers acteurs sur le marché. Au niveau des informations, c'était tout sur ce qui était important de savoir dans le cadre des ETF. Si je fais un petit dézoom, voilà
quel est le schéma. Vous pourrez me demander ce schéma, notamment en commentant schéma en dessous de cette vidéo pour que je vous l'envoie en détaillé. Et si vous voulez effectivement savoir plus sur quel type de TF il faut intégrer, je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous de celle-ci. Vous aurez le portefeuille à 4 vitesses qui s'adapte automatiquement au stick économique. C'était Alexis. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.